Euh, Alors, nous sommes très heureux d'accueillir Nathalie Boulet ce soir parmi nous. Alors, vous la connaissez, j'ai eu le plaisir de l'accueillir, mais là, c'est particulièrement chouette parce qu'on est pile dans l'actu. Euh, tu as commis un rapport, j'ai fait une conférence de presse la semaine dernière au Sénat, tu nous en auras peut-être un mot, parce que c'est pas totalement déconnecté du sujet qu'on va traiter ce soir. On est même dans cette ramification et sans dévoiler tout ça, je vais te laisser en parler. Juste une anecdote, puisqu'on est aussi là pour parler de ton nouveau livre. Je me souviens de la discussion qu'on avait eue sur le précédent, quand tu étais encore en train de l'écrire, et tu disais, j'ai un problème, ça part dans tous les sens. Je ne sais pas quelle cohérence donner à mon livre, parce que il y a de telles ramifications dans ce réseau international de vacances que je ne sais pas par quel bout l'attaquer pour l'expliquer concrètement. C'est un peu comme, comme les affaires, quand on voit le FBI avec les traits rouges, les trucs qui partent dans tous les sens. Et finalement, tu as eu un déclic à un moment donné, tu te dis, en fait, comme ça part dans tous les sens, il faut faire un abécédaire. Et par le biais de l'abécédaire, je vais pouvoir en fait traiter méthodiquement tous les points parce qu'ils se regroupent, mais les gens auront un point d'entrée, par le point d'entrée, ils vont aller à un autre, etc. Et d'un seul coup, tout ce qui te semblait emberlificoté, c'est détissé, et enfin, ça reste très emberlificoté, c'est le principe de la internationale. Mais en tout cas, d'un seul coup, c'était devenu clair de le traiter comme ça, et j'ai vu que tu as conservé l'esprit de ce plan cette fois-ci, et je crois que tu t'es bien inspiré. Je vais te donner tout de suite la parole. Je vais m'excuser parce que je suis dû de représenter la présidente de région à 1 kilomètre d'ici, à l'école militaire, sur un colloque sur la sécurité, et je représente la commission sécurité, et je reviendrai avant la fin, j'espère, pour les questions, et de toute manière pour boire un verre avec vous, puisque c'est peut-être la dernière fois qu'on se retrouve avant la fin de l'année, avant la fin du mois de juin pour les conférences. On aura pour la Fédé de Paris encore au minimum un rendez-vous en juillet, parce qu'on a encore plein de choses à faire sur le fond et sur le projet. Mais en termes de conférences, comme finir l'année aussi bien qu'on a commencé. Merci encore pour ta présence. Merci beaucoup. Oui, effectivement, on est sur la délinquance financière, la criminalité organisée. On est aussi sur le terrorisme. Donc, en fait, pour ceux qui ne savent pas, euh, j'ai commencé à travailler sur la fraude et l'évasion fiscale depuis que je suis au Sénat, depuis à peu près 2010 ou 2011, puis sur le terrorisme depuis 2014, parce que je ne sais pas si vous avez en mémoire un livre d'un journaliste qui s'appelle David Thompson, qui avait écrit un livre sur les Français djihadistes, c'est-à-dire ces Français qui se convertissent à l'islam pour partir en Syrie et en Irak. Et donc, au moment du Covid, dépourvu, quand le Covid fut venu, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et évidemment, j'avais envie de consolider le travail qui était très éparpillé. Et en fait, aux confins de la fraude et de l'évasion fiscale et du terrorisme, il y a le financement du terrorisme. Donc, j'ai commis, comme Eric l'a rappelé, en 2022, un livre sur le financement du terrorisme, qui s'appelait la BCDA du financement du terrorisme, qui est sorti au moment où Poutine est rentré en Ukraine, ce qui fait que la visibilité médiatique était quand même un peu obérée. Et là, je n'ai encore pas de chance, parce que le rapport de la commission d'enquête formidable sur la criminalité organisée sort au moment où il y a la guerre avec l'Iran, et donc évidemment, la visibilité du travail qui a été fait est pas du tout la même que celle qu'on aurait pu espérer, et qui est largement aussi importante et valorisante que celui sur les narcotrafics, qui est quand même une success story du Sénat, mais on en reparlera dans 5 minutes. Alors, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est 2 ou 3 points. Il y en a un sur le financement de l'islam radical. Sachant d'ailleurs que le bouquin mis à jour comporte un chapitre nouveau, plein de chapitres nouveaux, mais un chapitre nouveau sur les frères musulmans dont on a beaucoup parlé, et puis un chapitre nouveau sur l'ultra-droite, qui est bien aussi dangereuse que tous les autres extrémismes, et qu'il ne faut pas du tout négliger. Donc je vais vous proposer un petit apéro sur le financement du terrorisme islamique, et notamment de l'islam radical. Et puis après, on passera, si vous voulez, sur comment on fabrique de l'argent sale. Et après, comment on le réintègre dans l'économie, c'est-à-dire le blanchiment. La commission d'enquête que je viens de terminer au Sénat aurait pu s'intituler 50 nuances de blanchiment, parce que c'est à peu près ça dont on va parler.
Et je vous assure, c'est aussi passionnant que Colombo, dans la mesure où on a évidemment énormément de ramifications, et vous allez voir, c'est tout à fait intéressant. Si vous vous endormez, c'est que j'ai échoué, mais normalement, ça devrait bien se passer. Alors, moi, le vois d'abord. Ouais, ça. Alors, on commence quand même assez fort. Ça, c'est une campagne qui est payée par le Conseil de l'Europe et l'Union européenne. Donc, résumons-nous. Le voile, c'est la liberté, c'est la diversité, c'est formidable. Alors moi, je n'ai absolument aucun problème pour les femmes qui portent le voile. Ça ne me dérange pas du tout. Ce qui me dérange, c'est que notre argent serve à promouvoir des valeurs dont on n'est pas complètement persuadé que ce soit des valeurs de l'Union européenne, et surtout à un moment où les femmes afghanes ont disparu de la scène et où les femmes iraniennes sont massacrées. C'est pas fini puisqu'on va pas aller au bout du boulot et que manifestement tout le monde va se retirer et que les mollahs vont rester en place. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer. Et donc, ça, c'est pas les valeurs de l'Europe. Et ça ne doit pas être payé par le contribuable. Et ça, c'est organisé par des gens qui grignotent non seulement les valeurs de la République, mais aussi les valeurs de l'Europe. Et donc, ça, c'est du financement du terreau. Pour moi, c'est du financement indirect, c'est-à-dire c'est du financement du séparatisme. Et tout ce qui est séparatisme, c'est inflammable. Et en tous les cas, quoi qu'on pense du voile, qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord avec les femmes qui portent le voile, encore une fois, je répète que moi je n'ai aucun problème si je vais chez Uniqlo ou chez Gap ou Dieu seul sait où et qu'il y a une jeune femme vendeuse qui porte un voile, moi ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est que l'Union européenne finance ce genre de campagne. Mais c'est pas tout. Mais c'est pas tout. Voilà. Alors, je vais venir chercher, parce qu'on en entend beaucoup parler, mais ceux qui en parlent le plus, c'est pas ceux qui ont travaillé le plus dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ressemble à une publicité. Alors, ça, faites tourner s'il vous plaît. Voilà. Ça, c'est des financements européens pour des structures et des ONG en lien avec l'islam radical et les frères musulmans. Notamment des programmes Erasmus, qui sont Dieu seul sait, non, avant, voilà, des programmes Erasmus, voilà, 120 000 ici, 180 000 là, encore 180 000 ici. Faites le dérouler. Voilà. Voilà. Tout ça sont des programmes que je suis allée chercher, enfin lui surtout, dans les budgets de l'Union européenne, parce que vous lisez partout dans le Figaro, etc., l'Union européenne finance l'islam radical. Moi, je me suis pas fiée à ce qui a été écrit, je suis allée vérifier. Et c'est encore beaucoup plus inquiétant parce que ce type de structure-là ne respecte absolument pas les principes de l'Union européenne et en plus sont animés par des gens en lien avec les frères musulmans. Et donc j'ai posé plusieurs questions écrites, plusieurs questions orales, plusieurs questions d'actualité. D'ailleurs, dans l'excellent bouquin que vous avez là, vous avez un certain nombre de QR codes avec mes interventions. C'est normal que ce soit un peu à ma gloire, puisque c'est moi qui l'ai écrit. Donc c'est quand même un peu normal que je cite mon travail. C'est quand même assez normal. Et donc, bon, les gens sont complètement abrutis. La Cour des comptes européenne vient de rendre un rapport au mois d'avril. On est sur 7,4 milliards d'euros, dont la Cour européenne n'est absolument pas sûre que ça a été versé à des ONG qui respectent les principes de l'Union européenne, ni même que l'usage soit un usage fidèle au projet qui avait été proposé. Ça veut dire en gros que notre argent et celui du contribuable européen est dépensé dans des conditions de non-contrôle et en plus au profit de gens qui mériteraient quand même qu'on regarde d'un peu plus près ce qu'ils font et leurs ramifications. Il y a notamment Fémiso qui est très connu pour ses campagnes en faveur des frères musulmans. Tout ça est un système mis en place qui est en train de grignoter la France et l'Europe. Et la cerise sur donc il y a aussi
4 programmes Erasmus, c'est-à-dire des programmes qui sont normalement des programmes de formation, vous connaissez peut-être, qui ont été délégués à l'université de Gaziantep en Turquie, ou à l'université de Skopje, l'université islamique de Skopje en Macédoine, qui sont 2 universités qui ont applaudi au 7 octobre, qui vouent un culte à annihiler au Hamas. Moi, je considère que l'argent de l'Union européenne ne doit pas aller là, et notre argent encore moins. Donc, je suis intervenu plusieurs fois. Il paraît que le programme Erasmus, m'a dit Retailleau, a été arrêté pour ce qui concerne Gaziantep, mais j'en suis pas aussi sûr que ça. En tous les cas, je mets la pression parce qu'on a posé des questions d'actualité, des questions orales, etc. Je suis le sujet, mais il y a encore pire. Mettez-moi Napoléon. Voilà, hein. Non, ouais. Ça, c'est formidable. Alors ça, c'est un truc formidable. Bon, il y a une vidéo, là, je peux pas dire de gros mots. Ah, c'est dommage. Alors voilà. Au début, j'ai cru que c'était une blague, parce que c'était une couverture du JDD. Napoléon, avec le Coran en main, pour un Coran européen. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et donc, je suis allé faire, je suis allé l'acheter. Parce que ça existe en vrai. Ah, mais qui je vois? Voilà. Et donc, et bonsoir, mais tu arrives au bon moment. C'est pas grave, c'est pas grave. Juste, je rattrape pas la séance, on avance sur les financements européens. Et donc, voilà ce que je pensais être une blague, qui existe et qui est en vente à la FNAC. Voilà. Il s'agit donc de 3 individus, Madame Naïma Afif, Monsieur Jean Loup et Monsieur John Tolan, qui ont une particularité. Madame Naïma Afif est la traductrice de Al-Banan, le philosophe des frères musulmans, et Monsieur John Tolan notamment donne des cours à l'Institut des hautes études humaines, qui est l'école de formation des frères musulmans, dont je vais vous parler dans une minute. Et donc, c'est un travail académique assez intéressant sur les apports du Coran dans la culture européenne, c'est-à-dire adieu Rousseau, adieu Voltaire, adieu les Lumières, adieu la philosophie, etc. Finalement, le plus important, c'est quand même ce qu'a apporté le Coran dans la philosophie européenne. Tout ça, c'est de la liberté académique, me direz-vous. Oui, c'est vrai. Simplement, il y a un tout petit problème, c'est que on compte pas les pages de notes, pour 161 pages, cette merveilleuse chose a bénéficié d'une subvention de 10 millions d'euros. 10 millions d'euros. Ça fait à peu près 60 000 euros la page, quand même sympa. Alors, moi, je l'aurais fait pour beaucoup moins cher. Mais vous aussi, on l'aurait tous fait pour beaucoup moins cher. Alors, plusieurs problèmes. Un, le choix du sujet, on peut considérer que c'est une liberté académique. Pourquoi pas? On peut considérer l'apport du judaïsme en Europe, l'apport de la culture islamo-arabe dans l'Espagne des Lumières, enfin je veux dire l'Andalouse, enfin tout ça n'est pas complètement absurde d'un point de vue de la liberté académique. Le problème, c'est à qui on a confié ça. Alors, notamment M. Tolan donne des cours à cet institut des hautes études humaines, des sciences humaines, qui est dans le 93 et qui est une école de formation des imams en lien avec les frères musulmans, et c'est connu pour ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la semaine dernière, il y a eu 2 choses. D'abord, Le Monde a fait un grand article pour expliquer que ceux qui critiquaient cette œuvre magnifique étaient des gens d'extrême droite. Heureusement, ils ne m'ont pas cité moi, mais ils nous ont cité Florence Blacker, qui, elle, évidemment, est toujours à 2 doigts d'interdire les babouches. Mais en attendant, ils ont cité des gens d'extrême droite et m'ont pas cité moi qui ai posé une question d'actualité dessus. J'ai tourné la question un peu autrement. Donc, la semaine dernière, il y a eu d'abord cet article très long dans Le Monde pour défendre cette œuvre. La deuxième chose, c'est que le gouvernement a bloqué la totalité des avoirs de ce fameux institut des sciences humaines qui maintenant annonce sa dissolution.
Mais la troisième chose, c'est qu'au moment, de façon totalement concomitante, quand le gouvernement est intervenu pour bloquer les actifs et les avoirs de cet institut, M. Tolan, qui théoriquement hurlait à U et à Dia qu'il n'avait aucun rapport avec les frères musulmans, a supprimé de sa chaîne YouTube l'ensemble des cours qu'il y donnait. Voilà. Donc, moi, je veux bien qu'il n'ait aucun lien, mais alors dans ces cas-là, pourquoi il a coupé pourquoi il a supprimé ses publications, etc. Donc, ça, c'est pas possible de payer ce prix-là pour ça. Et il y en a un autre qui arrive à peu près pour le même montant sur les pratiques occultes dans l'islam. Voilà. Donc, le même département, bonjour, le même département, pour le même montant, vient de donner un programme de recherche sur les sciences occultes dans l'islam. Donc, si vous voulez, ça, c'est de l'argent européen. C'est absolument pas possible que ce soit utilisé dans des conditions comme ça et sans contrôle. Parce que c'est quand même 10 millions d'euros à chaque fois. C'est quand même beaucoup d'argent pour le contribuable et pour une Europe qui aurait besoin de faire autre chose avec ça. Et puis, donc ça, c'est un pur scandale. Sur le principe du projet académique, il n'est pas absurde. Sur les auteurs, c'est contestable. Sur les montants, c'est scandaleux. Et sur le contrôle de l'ensemble, ça l'est encore plus. Donc vous voyez qu'on est déjà assez mal barré avec les questions européennes. Et là, les recherches sont tout à fait solides. Annoncées avec l'autre. Non, oui, voilà. Mais nous, on fait pas mieux. Nous, on fait pas mieux. Parce que nos impôts peuvent aussi financer le terrorisme. Et après, on va parler de choses plus gaies, je vous promets. Alors voilà. Vous avez ces trois individus. Celui-là est l'imam qui a poussé à l'assassinat de Samuel Paty. Celui-là, c'est l'imam Iqwisen qu'on a eu beaucoup de difficultés à expulser. Et celui-là est très connu pour ses liens avec les frères musulmans. Ces trois individus organisent une série de conférences, collectes de fonds, donc un peu les adieux de Sylvie Vartan, au profit d'une école d'imam, c'est-à-dire d'une école d'imam en Mauritanie. Donc, moi, je vois ça, et déjà, je m'inquiète. J'appelle notre ambassadeur en Mauritanie, je dis, est-ce que c'est vous qui avez donné le visa? Non, c'est pas nous, c'est l'Allemagne. Bien, mais c'est un visa Schengen, donc ces gens sont là. Mais il me dit, vous savez, c'est très embêtant, parce que l'école d'Ouléma en question est fermée pour ses liens avec les frères musulmans. C'est-à-dire que les autorités mauritaniennes ont fermé cet institut pour lesquels ces trois individus viennent collecter des fonds. On est quand même déjà dans une situation de dysfonctionnement. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire ne s'arrête pas là. Parce que voyez-vous, ici, il y a une petite mention don déductible d'impôt. Ça veut dire que lorsque les gens vont avoir donné dans ces dîners caritatifs, ils pourront déduire de leurs impôts, et les déductions d'impôts vont retomber, chers amis, sur vous comme sur moi, puisque les déductions d'impôts retombent sur les contribuables. C'est comme ça. Voilà. Donc j'avais interrogé le ministre, ça date de 2019, hein, mais ça marche toujours. Hein, c'est pas parce que c'est ancien qu'il faut pas le regarder, parce que malheureusement ça marche toujours comme ça. La Cour des comptes a rendu un référé en demandant à ce qu'on contrôle les rescrits fiscaux et notamment les bénéfices des associations, etc. Sauf que l'effort fiscal pour les associations, attendez, je vais vous dire, FGHI, l'intérêt de faire un dictionnaire, c'est que quand on cherche les chapitres, c'est beaucoup plus simple puisque c'est par ordre alphabétique. Et donc, l'effort fiscal pour les associations, c'est 7 milliards avec les subventions, plus 21 avantages fiscaux pour un peu plus de 3,7 milliards d'euros. Donc l'effort fiscal pour les associations, c'est 3 milliards d'euros, dont ce type de déduction. J'ajoute pour faire bonne mesure que je suis intervenu pour savoir ce qui se passait, puisqu'il y a des dons déductibles lorsqu'ils sont faits à l'armée israélienne, que je trouvais ça pas forcément au carré. Qu'en 2016, quand c'est arrivé, j'ai posé la question écrite, le gouvernement m'a répondu que ce n'était pas déductible, et que cette année, après le 7 octobre, quand j'ai reposé la question, puisqu'il y a encore eu des collectes avec des montants très importants, et j'ai posé la question de savoir si c'était toujours non déductible ou si c'était déductible d'impôt comme ça apparaissait
sur les appels de dons à l'armée israélienne. Cette fois-ci, on m'a répondu secret fiscal. Mais si on veut être tout à fait honnête et qu'on veut éviter ce genre de choses, alors il faut être tout à fait honnête jusqu'au bout. Moi, je n'ai absolument aucune objection à ce qu'on donne à l'armée israélienne. Je veux dire, on achète des ambulances à droite, à gauche, etc. Mais pas déductibles d'impôts. Pas déductibles d'impôts. Voilà. Donc ça m'a fait quelques ennuis là. Là, j'ai été tranquille, mais alors j'ai eu des grosses menaces avec l'affaire des dons à l'armée israélienne. Mais je considère, en toute honnêteté, que c'est aussi atypique, aussi anormal que le contribuable contribue à son insu et qu'il n'y ait pas de contrôle des associations. Surtout que maintenant, avec l'intelligence artificielle, on devrait pouvoir s'en sortir quand même beaucoup mieux pour pouvoir contrôler les associations. Mais il y a 1,5 million d'associations. Si vous contrôlez la gastronomie d'Alençon, les pêcheurs à la ligne, les boulistes de Pré-en-Paille, la confrérie du Camembert, etc., vous allez enquiquiner tout le monde. Vous allez enquiquiner tout le monde, parce que pour avoir un contrôle, il faut que l'association soit à 153 000 euros de chiffre d'affaires, etc. Ce qui est beaucoup, mais qui en même temps pas beaucoup. Donc il faudrait réduire le seuil, et ça suppose que la bonne solution, ce serait que le Code général des impôts prévoit une validation de ces déductions qui sont proposées au moment de la création de la société, mais de l'association, mais comme il n'y en a pas, ben on n'est pas bien, on est comme ça, et on a des soucis. Bienvenue, bienvenue, tout va bien, tout va bien. Voilà. Donc ça, c'est, si vous voulez, ça c'est un peu ce qui reste de ce problème de financement du terreau, qui demeure quand même. Faites-moi un peu les canettes en ligne pour qu'on rigole, et après on va faire autre chose. Ça, on va faire ça sérieusement, très sérieusement, ça aussi, ça aussi. La police municipale, non, après, voilà. On a les cagnottes en ligne. Alors, les cagnottes en ligne, c'est formidable. Parce que l'objet peut être tout à fait bien. C'est-à-dire, vous pouvez acheter des ambulances pour Gaza, aider des élèves en Afrique subsaharienne. Enfin, l'objet de la cagnotte peut être absolument normal, attractif, humanitaire, etc. Il y en a eu beaucoup dans le passé. Simplement, l'argent va être versé sur un compte bancaire, qui lui-même va être transféré sur un autre compte, qui lui va arriver à un monsieur X fiché S qui habite au soleil. Voilà. Et donc on a beaucoup de difficultés à contrôler les cagnottes en ligne. Beaucoup de difficultés. Tracfin, qui est le service de renseignement financier, s'y attelle. On a maintenant une plateforme qui contrôle, sur laquelle il doit y avoir des déclarations pour les cagnottes en ligne, mais l'affaire reste absolument d'une simplicité déconcertante. Donc sur ces sujets-là, on en reparlera tout à l'heure, il faut être extrêmement vigilant et veiller, parce que si vous voulez, il n'y a rien de plus simple que de faire un transfert bancaire. Il n'y a rien de plus simple que de transférer des fonds. Donc la collecte, elle est complètement légitime, c'est l'usage qui n'est pas, et ça malheureusement, une fois que l'argent est donné, on ne peut plus rien faire. Donc on a un gros problème de financement avec ça, avec aussi un énorme problème de contrôle, parce que c'est le cadeau de naissance de la petite dernière, le cadeau de départ en retraite de tonton Marcel, et qu'il y a plein d'usages parfaitement réguliers de cet outil qui est un outil pratique de tous les jours, et qui est complètement détourné par des délinquants et qui peuvent être ça peut être du blanchiment tout pur, soit ça peut être de l'enrichissement personnel, donc du blanchiment, soit évidemment du financement du terrorisme, comme c'était le cas dans cette affaire, qui est une affaire qui existe et dont le schéma revient de voilà, analyse Tracfin 2020, typologie 19, vous pouvez tout vérifier. Tout est absolument clair et prêt. Bonsoir. Voilà, donc on va passer maintenant à la deuxième petite partie donc, que je vous ai annoncée tout à l'heure. Je suis désolée pour le caméraman parce que je gigote beaucoup, mais voilà. Je vais vous parler de la fabrication de l'argent sale. Donc là, on est sur un triptyque.
je vais essayer de rester tranquille parce que je vois. On essaye de comprendre comment tout ça fonctionne. Vous avez donc la criminalité organisée. Allez, on va mettre la contrefaçon. Voilà. La criminalité organisée, ça fonctionne comment? C'est une fabrication d'argent sale qu'on va laver pour la réintégrer dans l'économie réelle. Vous avez trois types d'usages. Vous avez l'enrichissement personnel, typiquement blanchiment fraude fiscale. Bon. Vous allez avoir la même machine à fabriquer l'argent sale qui va être réinjectée dans l'économie réelle pour continuer à nourrir les délinquants et les circuits financiers, et vous aurez un financement du terrorisme. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la matrice est exactement la même. La matrice de fabrication de l'argent sale est la même. C'est l'utilisation après qui peut varier. Et comme ces salopards sont pluridisciplinaires, ils vont faire un peu de drogue, un peu de contrefaçon, un peu de trafic de migrants, un peu de prostitution, un peu de tout ça, là. Bon. Et donc, moi, j'ai choisi 2-3 thèmes, parce que, évidemment, il doit y en avoir beaucoup, qui sont des thèmes de connus pour le financement du terrorisme, mais aussi de criminalité organisée, parce que je viens de terminer une commission d'enquête au Sénat sur la criminalité organisée et la délinquance financière, qui rejoint complètement les conclusions que j'avais émises sur le terrorisme, parce que les outils sont les mêmes. Et donc, c'est très intéressant, parce qu'avec la commission d'enquête, évidemment, on nourrit cette connaissance avec l'intérieur des systèmes, avec la police, avec les renseignements, avec les douanes. Alors, on va parler de la contrefaçon. La contrefaçon, ça a l'air d'un crime sans victime. Vous achetez un faux sac de marque, vous achetez une fausse chemise Lacoste, ça a l'air totalement indolore. La réalité, c'est que ça nourrit des réseaux entiers de criminalité. Et ça nourrit des réseaux de criminalité d'autant plus facilement que les pénalités qui sont assorties à ces délits sont quand même assez faibles. Donc, moi, j'attire l'attention sur ces questions de criminalité organisée liées à la contrefaçon, parce que c'est vraiment un crime à bas bruit. Donc, vous avez là quand même quelques chiffres. C'est 2,5% du commerce mondial. On est sur 652 milliards, les derniers chiffres qu'on a. C'est pas des petites sommes. Hein. On est évidemment au plan mondial. Bon. L'année dernière, on a récupéré à peu près 22 millions, 21,41 millions de produits saisis en 2024, notamment par les douanes, mais pas seulement. Alors, vous avez du luxe, bien sûr, dont on peut penser qu'ils peuvent résister, etc. Mais on va voir les chiffres un peu plus tard. Mais vous tournez s'il vous plaît. Voilà. Vous avez des produits de beauté. Vous avez des dentifrices qui peuvent être toxiques. Vous avez le Hezbollah est très fréquemment impliqué dans des affaires de faux Viagra ou de médicaments, de faux CD, des choses comme ça, des contrefaçons pures. Donc vous avez le luxe, vous avez les sacs, les vêtements, etc. Mais vous avez les médicaments, vous avez les produits de beauté ou les produits type dentifrice qui peuvent être absolument toxiques. Vous avez des pièces détachées d'automobile, vous avez des pièces détachées d'avion. Ah oui, ça devient beaucoup moins drôle. Vous avez tout un tas de choses qui sont vendues en ligne et qui sont des produits contrefaits, qui en plus emploient des gens dans des conditions d'esclavagisme invraisemblables, qui produisent dans des conditions totalement contraires à tous les principes environnementaux, à toutes les normes, etc., qui en plus font du dumping sur les territoires, qui évidemment voilà. Cette année, enfin, on a l'UNIFAB, qui est l'Union des fabricants, estime que en termes de perte d'emploi, c'est 38 000 emplois en France. Pour l'année dernière, c'est 28 milliards pour le luxe, 26 milliards de pertes financières, dont 3 milliards et demi pour le luxe. Voilà. Les pertes économiques liées à la contrefaçon en France, c'est 6,7 milliards. Donc je ne sais pas si vous voyez les montants en jeu. On est plus que sur la drogue, bonsoir. On est plus que sur la drogue. On est plus que sur la drogue. Et évidemment, l'impact sur les finances publiques, c'est une perte de recettes fiscales, bien entendu.
avec des sommes qui sont quand même extrêmement importantes. Et c'est une criminalité à bas bruit. Parce qu'évidemment, sur le marché d'Alençon ou d'ailleurs, tout le monde se fout d'acheter une fausse chemise Lacoste. Sur la Costa del Sol, pays européen, il y a des réseaux entiers de gens d'Afrique subsaharienne qui vous vendent des Gucci plus vrais que Gucci, des Prada plus vrais que Prada, des Vuitton plus vrais que Vuitton, plus les vêtements qui vont avec. Tout ça sont des réseaux de criminalité organisée sur des montants extrêmement importants. Ça finance la criminalité organisée, mais ça finance aussi le terrorisme. Je vous rappelle que les frères Kouachi avaient financé une partie de l'attentat de Charlie avec un trafic de fausses Nike. Voilà. Donc j'attire votre attention là-dessus, sachant qu'il faut être deux pour le tango, et que s'il y a des acheteurs, eh ben, il y a des vendeurs, qu'il faudrait que les consommateurs soient vraiment très sanctionnés avec la contrefaçon, qui peut être extrêmement dangereuse. C'est-à-dire qu'encore une fois, tant que c'est une chemise Lacoste ou un sac de marque, mais quand même, effectivement, les maisons du luxe, notamment français, peuvent sûrement supporter ça, mais c'est quand même de la criminalité. Ça, c'est la première chose. Et puis la seconde, il y a un texte qui a été voté à l'Assemblée nationale en 2021 pour renforcer les dispositifs qui dort depuis 3 ans sur le bureau du Sénat, donc qui est de toute façon désormais complètement périmé, mais on a besoin d'un nouveau texte pour finalement améliorer les dispositifs et surtout les actualiser. Parce que là-dessus, vous avez tous les réseaux sociaux, toutes les ventes en ligne, toutes les fausses Rolex, tous les faux machins, et toute la criminalité qui va autour. Toute la criminalité qui va autour. Donc moi, je vous le dis, porter ça haut et fort, c'est pas que la contrefaçon, c'est pas bien, hein, c'est que c'est une criminalité à bas bruit, et c'est une criminalité qui paye. Et l'argent qui vient de cette contrefaçon va être investi dans un autre type de criminalité, parce que c'est moins sanctionné que la drogue, c'est plus facile, et ça va permettre de payer des trafics de migrants, d'exploitation sexuelle, du mariage de mineurs, et en voiture que je te pousse. Donc, si vous voulez, c'est vraiment, moi j'attire votre attention là-dessus, et je vais attirer l'attention des ministres compétents dès que les Américains, les Iraniens et les Israéliens ont fini de se taper dessus, parce que c'est un sujet majeur. C'est d'autant plus un sujet majeur que c'est à bas bruit. Et que, honnêtement, on pense que c'est un crime sans victime. Donc moi, je vous le dis, c'est un sujet extrêmement important. D'ailleurs, j'interviens à l'UNIFA cette semaine, jeudi, pour en parler. Ils ont rendu un rapport qu'ils ont remis au Premier ministre, au ministre de l'Économie, sur la criminalité organisée et la contrefaçon. C'est un sujet extrêmement important, et il est d'autant plus important qu'il est à bas bruit et qu'il n'est pas condamné. Parce que vous comprenez bien que nos services sont à l'os, et que si la police, la justice, les douaniers sont obligés de courir après des contrefaçons, ils ne peuvent pas courir contre les narcotrafiquants, ils ne peuvent pas courir contre des criminalités plus graves, etc., parce qu'ils n'ont pas le don d'ubiquité. Donc voilà, je vais vous parler de ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même un sujet, et c'est un sujet que moi je trouve très intéressant parce qu'on n'en parle pas assez. Alors l'autre sujet dont je vais vous parler, on la drogue, tout le monde sait ça, on en a beaucoup parlé, je voudrais vous parler de ça. Trafic d'êtres humains, c'est faux. Alors dans ce que j'ai écrit, bonsoir. Dans ce que j'ai écrit, pas seulement, c'est probablement ce qui est le plus difficile parce que il y a évidemment les trafics sexuels, il y a évidemment les mariages forcés, il y a évidemment le trafic de migrants, c'est 5 à 7 milliards par an, quand même. Mais surtout, il y a évidemment tout ce qui concerne l'exploitation, avec maintenant des nouveautés, puisque vous avez des cohortes de migrants qui sont formés pour vous appeler en vous disant bonjour, je m'appelle Bernadette ou Marie-Caroline, avec un accent très très asiatique par exemple, en vous vendant ma prime rénov', les arnaques au téléphone, etc. Ces équipes-là sont formées pour escroquer les gens. Donc eux, ils sont exploités et en plus, ils répandent
les escroqueries et à tout le moins essayent d'escroquer les gens parce qu'ils sont formés et malheureusement exploités pour ça. Alors, vous voyez la carte qui est quand même assez effrayante et qui marque les passages avec à peu près les prix de passage. Alors, en France, cette année, on a arrêté 4000 passeurs. Donc à ce moment précis, j'aurais peut-être dû le faire avant. Il faut vraiment remercier nos services police, justice, douaniers, les services de renseignement qui sont absolument formidables et qui sont quand même un peu à l'os. Et dans la panade financière dans laquelle on est, avoir des effectifs en plus, ça va être compliqué, mais ça on va en parler tout à l'heure. Et puis, vous voyez les chiffres, hein. 36 000 migrants, là, bon, 78 morts. Enfin, très honnêtement, le, le sort d'un enfant, enfin, on est ici à l'UDI, chez des gens qui ont quand même des notions et un sens de l'humanité. Enfin, le sort d'un enfant de 3 ans, c'est de pas mourir échoué sur une plage. Je veux dire, c'est pas possible qu'on laisse faire des trucs comme ça. Donc il faut absolument s'attaquer aux passeurs. Le 7 février dernier, Retailleau, plus la cellule de renseignement financier, plus de Madame de Montchalin, présentement ministre des Comptes publics, ont fait une conférence de presse en disant qu'ils allaient s'attacher à attaquer les filières de migrants. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'ils ont lu mon livre. Euh, voilà. Donc, cette année, on a démantelé un peu plus de 269 réseaux, des filières spécialisées. Vous voyez les prix des passages, on les voit là. Tournez, s'il vous plaît. Voilà. Alors, en avril 2025, donc hier, hein, on a arrêté un trafic de migrants à Strasbourg. Euh, En mars, vers l'Espagne, à peu près 1700 personnes sont passées. Vous savez que il y a 2 enclaves espagnoles en Afrique du Nord, enfin au Maroc, Melilla, Ceuta et Melilla, qui sont des endroits de marché aux esclaves absolument tragiques, où toute la misère de l'Afrique subsaharienne remonte et sont exploités d'une façon épouvantable et essayent de passer en Europe, puisqu'en fait ils sont en terre espagnole quand ils sont à Ceuta et Melilla, sauf que à la machine à café, on est en Espagne et qu'eux sont en Afrique. Et puis en novembre, un réseau indo-pakistanais, comme vous le voyez, a été arrêté à l'aéroport, 26 personnes interpellées, ainsi que 11 millions d'avoirs criminels. Une autre affaire qui date d'avril, c'est un réseau Iran, Irak, Afghan, à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, où on a saisi des fonds, remonté les cryptoactifs. 31 millions de cryptoactifs avaient été versés vers le Hezbollah et 10 millions vers le djihad islamique. Ça veut dire qu'on a remonté la chaîne de la blockchain, puisque c'est évidemment intraçable, et on a remonté les financements et les virements qui avaient été faits. Donc on a pu estimer ces montants de façon assez claire, ce qui prouve évidemment le lien entre le trafic de migrants, la criminalité organisée et évidemment le financement du terrorisme, tout autant d'ailleurs que la contrefaçon dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous tournez. Alors, ça c'est le trafic d'or, c'est pas très intéressant. Ça non plus. Blanchiment. La police municipale, c'était hier. Vous voulez qu'on parle 2 secondes de drogue quand même? Ramenez un peu la drogue. Voilà. Alors, la drogue, c'est une success story du Sénat. En réalité, il y a une commission d'enquête sur le narcotrafic qui a créé, comme dirait la sœur de Samuel Paty, réveil et sursaut. Et d'un seul coup, on n'a plus parlé que ça, non seulement du rapport de la commission d'enquête, mais après la proposition de loi qui va être adoptée et qui a suivi cette commission d'enquête avec de nouveaux moyens, à la fois pour la police, pour la justice, une nouvelle organisation, la création d'un parquet criminalité organisée. Mais le narcotrafic, c'est qu'un seul élément de la criminalité organisée. Et donc, nos services, pendant la commission d'enquête que j'ai menée, qui s'est terminée vendredi dernier, étaient particulièrement contents d'une vue à 360 degrés. Parce que le narco n'est qu'un élément. Et si vous comparez, par exemple, le narco à la criminalité autour de la contrefaçon de tabac, du trafic de tabac,
le trafic de tabac rapporte plus d'argent que la drogue. Et c'est beaucoup moins risqué du point de vue pénal. Donc vous voyez, les chiffres sont astronomiques, astronomiques. 250 milliards dans le monde. Tournez s'il vous plaît. Voilà. En France, les saisies de cocaïne, cannabis, drogue de synthèse, etc. On a interpellé plus de 34 000 personnes. Moi, je vous ai dit à quel point il fallait saluer le service. Les violences liées au narco, bien entendu, comme vous pouvez imaginer. Et donc, le chiffre d'affaires du narco, c'est plus que 3,5 milliards générés. Et quand je vous dis que c'est moins que d'autres criminalités, dans le rapport que j'ai rendu au Sénat, la contrefaçon, c'est 5,7 milliards. Les fraudes aux finances publiques, entre 20 et 40 milliards. L'exploitation sexuelle, entre 1 et 3 milliards. La contrebande de tabac, c'est 2 milliards. Donc vous voyez, on est sur des chiffres, notamment la contrefaçon, qui sont même supérieurs au trafic de drogue et qui sont moins pénalisés. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sont de basse intensité. Donc, tout ce financement du terrorisme fait partie du triptyque dont je vous ai parlé, évidemment, tout à l'heure, quand j'ai présenté un peu le sujet. Donc, on a fini de fabriquer l'argent sale. Alors, après, là, il y a toutes les fraudes, la fraude sociale, la fraude fiscale, tout ça, on connaît par cœur, on va pas recommencer. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On blanchit. Voilà. Donc là, on a des États lessiveuses, et puis on a des pratiques lessiveuses. Martine, tu gagnes 150 € à un jeu de grattage. Je suis là, je veille au grain, je te donne 170 € en cash, c'est quand même facile à dépenser. Toi, tu me donnes tes 150 € en ticket gagnant, et moi, j'ai blanchi 150 €. Vous multipliez ça, et ça, c'est un réseau notamment communautaire qui achète en ce moment beaucoup de bureaux de tabac, beaucoup d'endroits comme ça, et qui mettent des gens en poste devant les postes de jeux de grattage, de tirage, tout ce que vous voulez, et qui échangent les billets gagnants. C'est d'une facilité absolument déconcertante. La même chose avec des cartes prépayées. Vous avez votre enfant qui va partir en vacances, vous ne voulez pas lui donner de cash, vous allez au bureau de poste, vous allez faire une carte prépayée, ça prend 5 minutes, ça va être comme une carte de crédit, on va la charger. Votre enfant pourra retirer du cash 10 ou 20 ou 30 € quand il en aura besoin, sans être porteur de cash lui-même, ce qui peut être dangereux ou il peut le perdre. Là, c'est une petite carte, comme une carte de téléphone. Bon. Alors, ça va, mais 10 000, bonjour les dégâts. Donc, les cartes prépayées, c'est aussi un moyen de blanchir très facilement, parce que vous pouvez en acheter 5-6, comme ça n'éveille pas l'attention. C'est des petites sommes. Vous pouvez recharger en cash les cartes, etc. Donc il y a 150 000, j'allais dire 50 nuances de blanchiment, mais surtout, vous avez un système qu'on appelle des entreprises éphémères, c'est-à-dire des sociétés qui vont se créer juste pour la fraude. Donc là, on a fait des tas de propositions là-dessus. Et puis, vous avez des pays qui sont beaucoup plus allants avec le cash et qui en acceptent des quantités qui parfois peuvent être considérées comme déraisonnables, notamment un certain nombre de pays du Golfe, qui ont évidemment des pratiques financières un peu différentes. Les Émirats font beaucoup d'efforts, mais pour tout vous dire, pendant notre enquête, on a quand même eu des marchands de biens à Dubaï, avec des clients réguliers, qui achètent presque toutes les semaines au téléphone, soit en crypto, soit en cash, avec un système dont je vais vous parler dans une minute, de l'immobilier à Dubaï. Jusque-là, c'est pas tragique. C'est au téléphone, c'est sympa, mais de leur cellule au Beaumet, ça devient quand même un peu plus glauque. Voilà. Et voilà exactement où nous en sommes de ces procédés. C'est-à-dire que, évidemment, les Émiratis ne sont pas responsables de ce qu'on laisse ces téléphones aux détenus en prison. Mais pour vous dire à quel point c'est facile. Et puis, il y a un système qui est vieux comme le monde et qui ressemble au Lombard des rois maudits pour les plus jeunes d'entre nous, qui s'appelle Dawala, qui est un système historique où des tiers de confiance vont pouvoir donner de l'argent. C'est-à-dire que moi, je donne de l'argent à Martine à Paris. Martine va garder cet argent.
Mais elle a un copain au Portugal ou n'importe où dans le monde à qui elle va dire bah, il faut que tu ailles traverser la rue et que tu donnes à Jean-Pierre 10 000 euros. Et donc, l'ami de Martine va donner 10 000 euros à quelqu'un au Portugal. Moi, j'aurais donné 10 000 euros à Martine. Et donc, l'argent, en réalité, n'aura jamais quitté la France. Mais c'est un tiers de confiance. Et après, il y aura une compensation d'une façon ou d'une autre. Cet argent, Martine le fera passer à quelqu'un dont Jean-Pierre va dire à Martine, tu passes pour moi à Jean-Pierre ici ou là, etc. Donc c'est un système vieux comme le monde, et qui fonctionne très 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 bien, qui s'appelle la Voilà, fonctionne. C'est un système communautaire, c'est aussi un système familial. C'est un système de confiance. Bonjour, bienvenue. C'est un système de confiance qui fonctionne vraiment très très bien et pour lequel il n'y a rien à faire parce que c'est totalement. Évidemment, c'est techniquement interdit en France, mais ça se pratique beaucoup. Il y a des pays où c'est autorisé, par exemple aux Émirats, c'est légal, mais il y a un registre. Pour les gens qui pratiquent la Walla, ils s'enregistrent. Donc voilà, il y a probablement des coopérations à améliorer de ce point de vue-là. Mais si vous voulez, il n'y a rien de plus discret. Moi, je donne une enveloppe à Martine. Martine passe un coup de fil en disant il faut que tu donnes quelque chose à quelqu'un. Et si vous voulez, le système, il, est, il, est, il passe complètement sous les radars. Et donc, ça, c'est le blanchiment. Et puis, malheureusement, dans les affaires de blanchiment, il y a aussi des banques qui jouent pas le jeu. Le Crédit Suisse, la Deutsche Bank, Binance, avec des preuves de cryptoactifs pour lesquels ils se sont fait piquer avec des pénalités très très lourdes. Et puis j'aime bien terminer par ça parce que c'est un petit clin d'œil. La Banque du Vatican, qui s'est fait piquer l'année dernière les mains dans le pénitier, avec 200 millions de blanchiment pour acheter de l'immobilier à Londres. Donc le pape à l'époque a décidé de créer un petit service, un petit Tracfin, un petit service de renseignement financier pour essayer d'éviter que ça recommence. Mais enfin, voilà. Donc si vous voulez, le problème, c'est que les banques peuvent tricher, elles ne s'en privent pas d'ailleurs, entre le moment où elles trichent, le moment où elles tirent des bénéfices de ce blanchiment, le moment où elles sont piquées, éventuellement, où elles doivent payer une amende, le cas échéant, ça fait bien longtemps qu'elles ont provisionné, ça fait bien longtemps qu'elles ont bénéficié des produits de leur acte criminel, et ça fait bien longtemps que de toute façon, il y a un certain nombre de conventions judiciaires d'intérêt public et qu'il n'y a finalement pas de procès, que c'est la banque qui va payer les pénalités et pas la personne physique qui était au guichet quand il y a eu un problème. Donc, toutes ces questions-là sont des questions à mettre en parallèle avec la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, qui sont des sujets éminemment importants. Donc, vous voyez, on a vu un peu d'islam radical tout à l'heure et quand même des procédés qu'il faut absolument arrêter. J'ajoute qu'il y a un chapitre sur le terrorisme d'ultra-droite qui vaut guère mieux et qui est aussi largement financé. Ensuite, on a vu la fabrication d'argent sale, la drogue, la contrefaçon, les cagnottes en ligne, le trafic de migrants. Et évidemment, il y a aussi le trafic d'or, il y a aussi énormément de sujets. Et puis ensuite, la réinjection dans l'économie. Alors, vous dire, les amis, que ça va être facile de juguler tout ça, je ne le crois pas. Tout ce qui est de basse intensité, comme on l'a vu tout à l'heure, les entreprises éphémères, il faut donner plus de pouvoir aux grèves. Mais en même temps, les gens qui font des entreprises, qui montent des entreprises comme notre ami Yves, ils ont besoin de rapidité. Vous ne pouvez pas attendre 6 mois un cabis. Donc il faut pouvoir utiliser l'intelligence artificielle, contrôler les porteurs de projets le plus vite possible, éviter les fraudes et retarder un peu éventuellement le permis de conduire d'une entreprise qui est un cabis pour éviter que ce soit une entreprise montée uniquement pour une carambouille. Donc, si vous voulez, tous les problèmes de contrôle vont se fracasser sur la simplification administrative qu'on est tous en train de vouloir. Et en même temps, maintenant, avec l'intelligence artificielle, on devrait quand même améliorer les dispositifs. Donc ça, c'est une chose. Et puis, la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, malheureusement,
n'est pas un sujet d'actualité alors que ça devrait l'être. Donc tout ce qui va concerner les principes de basse intensité, la criminalité de basse intensité, je pense que les propositions qu'on fait dans notre rapport vont pouvoir être mises en place assez vite. Il restera les problèmes d'effectifs, parce que nos services sont débordés. Moi, je crois qu'on devrait faire de cette lutte contre le blanchiment, que ce soit pour de l'enrichissement personnel, que ce soit pour de la criminalité organisée, telle que je l'ai complètement définie, rapidement définie, ou que ce soit pour le financement du terrorisme, je pense que ça doit être une priorité. D'abord, c'est plus de 50 milliards, et je crois qu'on en a besoin. Et en plus, il ne vous a pas échappé, on avait quand même des sociétés qui se gangstérisaient. Et l'afflux de cash pose évidemment un certain nombre de problèmes. Donc, lors de la dernière audition qu'on a menée, on a auditionné Gérald Darmanin. Donc, il fait une audition tout à fait bien sur les mesures qu'on a votées pour le narcotrafic qui vont s'appliquer, les améliorations procédurales, les moyens qu'on va essayer de mettre en place. Enfin bref, une audition tout à fait classique. Et puis, à la fin de l'audition, je lui dis, mais enfin, est-ce que vous avez un sujet sur lequel on pourrait faire des propositions? Est-ce que vous avez le chaînon manquant à présenter à notre commission d'enquête pour qu'on propose? Et à ce moment-là, out of the blue, sorti de nulle part, sur le ton de cassons le thermomètre pour faire tomber la température, il dit il faudrait supprimer le cash. Et donc ça a fait un buzz absolument gigantesque pendant tout le week-end, mais en réalité il l'a dit à la cantonade. Honnêtement, si vous regardez la vidéo de l'audition, évidemment personne ne dit que c'était pendant l'audition de notre commission d'enquête, etc. Mais lui, il a pris ça pour faire le buzz. Alors, on peut en parler une seconde. La suppression du cash, c'est beaucoup de difficultés, d'abord beaucoup de difficultés avec nos voisins, c'est aussi beaucoup de difficultés pour nos libertés publiques et nos libertés personnelles. Moi, j'ai pas envie d'aller m'acheter une petite culotte et que tout le monde sache où je vais l'acheter. J'ai pas envie, si je veux donner de l'argent à quelqu'un, etc. J'ai pas envie que notre vie, qui est déjà très compliquée, le soit encore plus, alors que c'est mon argent, que je l'ai gagné et que j'en fais ce que je veux. Maintenant, si vous voulez retirer 2 ou 3 000 euros pour donner à vos petits-enfants, il faut remplir 14 formulaires pour savoir, alors que c'est votre argent, que la banque n'est que dépositaire, etc. Enfin, c'est quand même votre droit le plus strict d'emmener votre amant, votre maîtresse ou qui vous voulez, de payer une chambre d'hôtel en cash ou un restaurant en cash, parce que vous n'avez pas envie de laisser de traces. Enfin, à un moment, ça pose des questions de liberté individuelle qui sont très sérieuses, L'électricité, on ne peut plus avoir de. Oui, enfin, non mais, oui, mais, Rien payer. non, mais on peut rien, même pas avec le téléphone, mais de toute façon, ne serait-ce qu'au niveau des libertés individuelles, jusqu'où on va rogner, parce que c'est toujours pareil, on va emmerder 100% des gens pour 5% de délinquants. Donc vous voyez, toutes les mesures qu'on propose, il faut que ce soit des mesures qui soient équilibrées. On parlait tout à l'heure du contrôle des associations. Bon, voilà, les paiements en cash, etc. Vous comprenez bien que des cohortes de femmes du Golfe qui vont aller à Avenue Montaigne s'acheter des sacs, des vêtements, etc., et dont on a besoin pour notre économie, on ne va pas leur dire allez payer en carte bleue si elles amènent des espèces. Enfin, je veux dire, à un moment, ça ne pourra pas se faire. Donc, c'est un vrai sujet. Je pense que c'est un sujet pour les années à venir. Moi, je suis évidemment absolument contre, mais je pense que le sujet se reposera. Vous avez maintenant énormément de procédés de paiement avec le téléphone, etc. Mais moi, je considère que c'est une atteinte à la liberté individuelle et que ça va trop loin pour les citoyens. Comment il dit, le parti des honnêtes gens? Oui, c'est ça. Non, mais enfin, comme si nous, on était le parti des voyous. Je veux dire, nous aussi, on est le parti des honnêtes gens. Donc, vous voyez où on doit mettre le curseur. Donc, je crois que j'ai à peu près fini ce que je voulais vous dire. Évidemment, je vais répondre à vos questions, sachant que on peut parler à la fois de la commission d'enquête sur la criminalité organisée, donc vous avez quelques éléments. On peut parler de tous les sujets qu'il y a là-dedans, y compris les cryptoactifs, si ça intéresse quelqu'un. On peut parler
Je vais quand même vous dire un mot du trafic d'art, parce que ça c'est un truc, ça c'est un sujet que j'ai évoqué évidemment dans le premier bouquin et dans le second. Je dois vous dire que la mise à jour qui est là-bas est quand même très très bien. Elle est d'abord beaucoup mieux écrite. Et en plus, elle est sur le ton de je vous l'avais bien dit il y a 2 ans et j'ai raison encore aujourd'hui. Donc c'est assez sympathique. Le trafic d'art, c'est un gros problème. D'abord, on a euh, un, un milieu très hétérogène. Euh, on a deux types de contrôle. On a notamment un contrôle financier, puisque le service TRACFIN, qui est notre service de renseignement financier, s'il y a un doute sur l'origine des fonds quand un bien est acheté, une œuvre d'art, bon, évidemment, il y a un sujet. Mais s'il y a un problème sur l'origine de l'œuvre elle-même, on n'a pas vraiment de sujet. Il faut que le commissaire-priseur ou l'expert fasse un certain nombre de démarches, essaye de chercher l'origine, mais c'est assez compliqué. Et puis, on a le principe des ventes aux enchères qui purge en principe tout ça. Donc, on a eu évidemment beaucoup de choses avec les spoliations qui demeurent. D'ailleurs, il y en a encore. Hein. Il y a encore des sujets de spoliation de la guerre, de la dernière guerre, mais il y a d'autres sujets. Et de ce point de vue-là, alors c'est évidemment pas aussi monstrueux que le trafic de migrants, mais d'un point de vue de l'histoire de l'humanité, moi je trouve ça abject. Vous avez des œuvres, prenons une mosaïque, prenons une statue qui a traversé l'histoire, une statue romaine, une statue grecque, etc. On va repêcher absolument enfin, dans son intégralité. Elle est intacte. Ou elle a été volée dans un temple, mais bien découpée et parfaite. Eh bien, les trafiquants vont altérer ce bien, c'est-à-dire qu'un tableau va être coupé en morceaux pour qu'il ne soit pas reconnu. Le bien va être une tête de statue pourra être coupée et vendue en 2 morceaux, un bras, enfin bref. Le bien va être altéré pour qu'il ne puisse pas être reconnu comme étant un bien ayant été volé quelque part. Et donc, ce qu'on va proposer dans la commission d'enquête, ce qu'on a proposé, c'est que ce soit les experts, les salles des ventes, les commissaires-priseurs qui ont entre les mains des œuvres pour lesquelles ils ont un doute sur la provenance, puissent faire aussi une déclaration de soupçon, pas seulement sur l'origine des fonds, mais aussi sur l'origine du bien. Et au même endroit, parce que finalement c'est assez cohérent, je pense que maintenant avec les moyens de TRACFIN, ça pourra être fait. Et puis différer le transfert de propriété s'il y a un doute. Ça fonctionne très bien le trafic d'armes, malheureusement, c'est énormément d'argent. Et c'est évidemment un moyen assez simple, puisque on ne vous demande pas grand-chose pour mettre des biens en vente. En plus, vous avez toutes les ventes en ligne, qui sont aussi des sujets. C'est pas seulement un sujet de contrefaçon, de fausses Rolex ou de fausses, mais c'est aussi un sujet pour les œuvres d'art, peinture, sculpture et autres, qui peuvent évidemment nourrir et alimenter des trafics, et notamment avec des gens sans foi ni loi qui vont les altérer pour pouvoir les vendre sans qu'elles soient reconnues. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire en gros. Moi, je voudrais bien répondre à vos questions si vous en avez, sachant que les sujets sont évidemment extrêmement multiples, les moyens sont aussi très importants. Charles, vous pouvez passer faire le jeune homme de la maison, parfait France. Bonjour, Iman. Je voulais, par rapport à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que c'est une atteinte à la vie privée, effectivement. Il y a quand même des gens qui disposent de questions par rapport à l'échine. Si vous n'avez pas une bonne note, entre guillemets, on pourrait vous couper votre accès à votre argent. Mais qu'est-ce qui empêche en fait d'utiliser les crypto-monnaies au lieu de l'argent liquide? Il y a même des banques qui fonctionnent en crypto-monnaie maintenant. Donc, rien dans quoi le fait de supprimer le cash supprimerait le problème. D'abord, les cryptoactifs sont traçables. Les cryptoactifs sont complètement traçables. Oui, ils sont complètement traçables. Les cryptoactifs, le principe des
appelle la blockchain. Et la blockchain, elle est totalement traçable. Ce qui se passe, c'est que entre l'usage des cryptoactifs crée des espaces d'opacité, des écrans qui peuvent être nombreux, peuvent tricoter des réseaux très compliqués, mais les cryptoactifs sont totalement traçables. Ça peut prendre du temps, mais sont totalement traçables. Ça, c'est la première chose. La seconde, il y a 12% des Français qui ont un portefeuille en cryptoactifs. Vous ne pouvez pas encore acheter votre pain avec des cryptoactifs. Donc, ça ne règle pas du tout le problème. C'est deux problèmes qui sont totalement différents. Interpol nous dit qu'aujourd'hui, il y a 100% des dossiers qui ont tout ou partie utilisé des cryptoactifs parce que les gens pensent que c'est un moyen de pacifier le réseau financier, ce qui est en partie vrai, mais en partie seulement. En partie seulement. Vous avez un certain nombre de logiciels qui sont utilisés par nos services, des outils par exemple de chain analysis, qui détricotent complètement la blockchain. C'est-à-dire qu'on retrouve les gens chez Interpol, il y a un service complet qui détricote complètement les cryptoactifs. Donc, le cryptoactif, c'est un moyen hors banque, c'est un système hors système traditionnel. Mais il n'est pas définitivement opaque. Bon, les questions de cash, d'abord, dans un système européen où nos voisins, notamment les Allemands, ont eu beaucoup de mal à supprimer les billets de 500 euros. Je vous rappelle quand même que nos amis suisses ont des francs suisses, toujours, en circulation. Les Allemands aiment les grosses coupures. Voilà. Bon. Donc, si vous avez, de mon point de vue, vous avez un problème culturel, et ça, à la limite, on s'est habitué au portable, on s'est habitué à plus avoir d'appareil photo, on s'est habitué à plein de trucs. Si demain matin, il n'y avait plus du tout de cash, les gens finiraient quand même par s'y habituer. Mais moi, j'y vois plutôt une atteinte de liberté individuelle. Enfin, vous ne pouvez pas aller dans un magasin sans remplir un document pour une carte de fidélité. Vous ne pouvez pas remplir un truc sans... Enfin, je veux dire, on est complètement bloqué. Et nos données, les données personnelles sont quand même une valeur... c'est l'ordre de notre pays et c'est vraiment un système. Les données aujourd'hui, c'est plus que le pétrole. Enfin, je veux dire, c'est un actif, les données. Et chaque fois qu'on paye avec sa carte, on donne nos données. Pas seulement nos données personnelles, mais aussi on oriente nos achats. On oriente ce que vous recevez sur votre email. Vous allez chez Ikea, dans la minute qui suit, vous allez recevoir 14 publicités pour le lit que vous venez d'acheter, les couvertures qui vont être en solde, etc. C'est-à-dire que nos données sont une donnée marchande. Et donc, plus vous allez les donner, plus vous allez utiliser des moyens de paiement comme une carte de crédit, et plus c'est traçable. Il y a un moment, vous n'avez pas envie d'être tracé. Enfin, moi, j'ai des choses que j'ai pas envie. Et c'est pas pour faire de la délinquance, c'est juste parce que moi, j'estime qu'au niveau de la liberté individuelle, c'est une atteinte à ma liberté individuelle d'acheter ce que je veux. À un moment, mon banquier qui prend mon relevé de carte bleue, à la limite, ça ne me regarde pas si je vais m'acheter 14 machins chez Victoria Beckham ou je sais pas qui, enfin Victoria Secret ou je sais pas quoi. Enfin, je veux dire, je m'achète ce que je veux et où je veux. Donc, oui, monsieur. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à votre question, mais les cryptos. Je peux parler sur les gros. Déjà, il y a une réglementation sur le paiement en espèces. Bien sûr, oui. Il y a un plafond de. Bon, ce qui me paraît logique d'ailleurs, pour ce moment. 1000. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, avec les femmes Google. Je ne vois pas pourquoi ils perdent une espèce dans les magasins de tout. Et je suis pas venu du tout avec les clos et ces vendeuses communautaires. Mais, moi, je voulais vous attirer votre attention sur la multiplication de l'ouverture des épiceries, Oui. notamment en banlieue, comme on en a certainement, qui en fait sont dans le blanchiment. Bien sûr. C'est sûr et certain. Et je pense que les maires devraient être très vigilants par rapport à ce type d'ouverture. Alors, vous avez totalement raison. Donc,
Uniqlo, bah, we agree to disagree. Et pour les non-nationaux, ils ont le droit de dépenser jusqu'à 15 000 euros. Mais ça, c'est pas seulement les femmes du Golfe, c'est tous les étrangers en France qui ont le droit de dépenser un peu plus. Mais elles payent en cash. Pas cash. Après, de toute façon, c'est mieux de respecter la réglementation. Elles viennent à 8 au lieu de venir toutes seules, et résultat, elles-mêmes. Bon, peu importe. De toute façon, elles achètent ce qu'elles veulent ou elles veulent, c'est pas le sujet du jour. Mais pour ce qui concerne les magasins, alors d'abord, c'est un sujet qui a été largement évoqué dans le texte sur les narcotrafics, avec plus de pouvoir pour la police, plus de pouvoir pour la gendarmerie, plus de pouvoir pour les maires sans les mettre en danger. Parce qu'évidemment, il n'y a pas que les épiceries, il y a aussi les barbiers, des ongleries, etc., des restaurants, tout ce qui concerne ces entreprises qui ont 0 client, mais qui sont ouverts 24 heures sur 24 avec un passage de grosses cylindrées. C'est très bien identifié. Les mécanismes de prise en compte sont très bien identifiés et ont été votés notamment dans le texte sur les narcotrafics, dont la première recommandation de la commission d'enquête est de bien appliquer les dispositifs qui ont été votés dans le texte sur les narcotrafics. Alors après, il y a un autre sujet, c'est que certains services souhaitent que ce type d'établissement reste ouvert pour pouvoir contrôler les gens qui viennent dedans et assurer les filatures. Ça, c'est un autre problème, c'est un problème d'enquête, ça dépend ni de vous ni de moi. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a mis en place des dispositifs légaux et réglementaires pour arrêter ce genre de choses. Et je pense que le texte a été passé au Conseil constitutionnel, il a été validé il y a très peu de jours. La mise en place sera probablement d'ici septembre, parce que je pense que Bruno Retailleau, pas plus que Gérald Darmanin, ont envie de traiter sur ce sujet, qui est une success story du Sénat, puisque c'est une commission d'enquête qui a donné une proposition de loi et un texte extrêmement bien travaillé. Voilà. Donc là, je pense qu'il va y avoir des améliorations sensibles. Je crois, en tous les cas, les outils qui manquaient ont été votés. Donc voilà. Monsieur, oui. Je veux juste savoir, qu'est-ce qui fait qu'il y a un lobbyisme assez puissant, assez, voire conséquent au niveau européen, pour laisser s'installer de façon diffuse, de façon sournoise, des investissements sur des sujets comme comment dire, la coranisation Notre Coran. Et comment est-ce que volontairement on le laisse faire? Parce qu'il me semble que si on n'a pas de volonté derrière, et si on fait semblant de ne pas voir ces sujets, forcément qu'on est ouvert à ce acte-là qui est en sous-jacent et peut-être que personne ne veut voir. Alors, moi je pense qu'il faut être d'abord extrêmement prudent avec ce genre de sujet. Moi, je les traite de façon extrêmement républicaine. Donc, j'ai pas de... Pour répondre à votre question, je pense qu'une partie de nos partenaires européens n'ont pas la même notion de la laïcité que nous. Depuis l'histoire, depuis le temps. Voilà, depuis le temps. Je pense, alors par exemple, vendredi, donc lundi prochain, je fais une table ronde des ambassadeurs européens au Sénat sur la lutte contre le financement de l'islam radical, de façon à ce qu'ils motivent les députés européens pour qu'on vote plus ce genre de choses, donc au moins il y a un contrôle. Bon. Sur les 27 ou 28 ambassadeurs que j'ai invités, il y en a 10 qui viennent seulement, et 10 autres les autres vont pas venir. Ils ont envoyé quelqu'un. Il y a des gens pour qui la notion de laïcité telle que nous on la vit n'est pas la même. Ça veut dire que le CCIF, ce comité anti-islamophobie qu'on a fermé en France et installé en Belgique, ça veut dire que je crois que l'usage et la réalité va amener vers un alignement vers des positions qui ressembleront aux nôtres. Je crois qu'il va falloir, de ce point de vue-là, y travailler. Mais si vous voulez, vous avez des divergences de vues en Europe, et nos députés européens, je pense à M. Guetta, Mme Hayé, Mme Keller, et je ne sais plus qui, ont voté contre des mesures proposées par Bellamy pour interdire des financements au profit d'organisations en lien avec l'islam radical. Ils ont voté contre. Enfin, c'est marqué noir sur blanc, les votes sont là, ils ont voté contre. Bon. Parce qu'ils ont trouvé que c'était stigmatisant. Mais si vous voulez, il y a un moment,
regardez l'état de la Belgique. C'est absolument. Quand vous voyez que quelqu'un qui a écrit un bouquin qui s'appelle Allah n'a rien à faire dans ma cuisine, c'est quand même son droit le plus strict d'écrire un bouquin comme ça. C'est votre droit le plus strict de ne pas l'acheter. Mais c'est sûrement pas votre droit d'aller lui casser la gueule et d'interdire qu'elle me présente. Techniquement. Bon, voilà. Or, eh ben, elle n'a pas pu le présenter. J'ai pas d'affection particulière pour Madame Blaquer, Florence Blaquer, qui est une universitaire, qui travaille sur ces sujets-là et qui fait un très bon boulot. Elle a une façon de présenter les choses qui n'est pas la mienne, mais il faut la laisser présenter ça. Elle va à l'université à Lille, on lui interdit de faire sa conférence. Ça, c'est pas la République, les amis. Mais en même temps, vous avez pour la première fois récemment un homme qui a été poignardé à mort pendant le Ramadan parce qu'il buvait. Vous avez je ne sais pas combien d'affaires de gamines qui sont malmenées dans les quartiers parce qu'elles sont en jupe. Enfin, la police des mœurs, c'est pas la France. Et si ce jeune homme veut boire pendant le Ramadan, ben c'est son droit. Voilà. Donc, si vous voulez, cette radicalisation qui correspond en réalité à un sujet qui est évoqué depuis très longtemps, qui sont les territoires perdus de la République et qui aujourd'hui, parce qu'il y a de la criminalité, parce qu'il y a du communautarisme, parce qu'il y a le 7 octobre, parce que tout ça se mélange, parce qu'il n'y a pas d'éducation, parce que moi je refuse la théorie de l'excuse, mais ça crée des situations comme ça. Et donc, ce qui se passe au niveau européen, c'est que non seulement notre position n'est pas partagée, mais les contrôles sont pas faits. Parce que moi, ce que je dis aux ministres multiples auxquels je pose des questions, notamment sur le contrôle des financements européens, c'est de dire, enfin, il n'y a pas une commune, il n'y a pas un département, il n'y a pas une région française qui va donner 10 millions d'euros pour faire un truc comme ça. C'est pas possible. Enfin, je veux dire, c'est totalement disproportionné et c'est vraiment, et c'est sans contrôle. Alors, moi, la question que je pose, elle est de dire, enfin, il faut du contrôle. Parce que l'association, remettez un peu la liste des... Je regarde un peu ce qui se passe là-dedans. Ouais. Qu'est-ce qu'on a là? Tourner. Voilà, ça c'est l'université pour l'université de Gaziantep, en Turquie. C'est un programme Erasmus, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors il y a 43, 9 000, 20 000, 40, 53, 48, 55 tournées. Voilà, ça continue. Voilà. Donc si vous voulez, par exemple, le European Network Against Racism, ça, ENAR, ça c'est les frères musulmans. Ça c'est absolument catalogué comme étant les frères musulmans. Et donc là, c'est 1,1 million quand même pour un programme. Il n'y a pas de contrôle. Moi, j'ai proposé au ministre de l'Europe et des Affaires européennes cette année, j'ai proposé de diminuer la contribution de la France de 50 millions jusqu'à ce que les comptes soient tenus. Bon, mais il paraît qu'on ne peut pas, parce que c'est une contribution obligatoire, etc. Enfin, bon, mais moi, je vais continuer. Vous voyez, c'est pas normal. Je veux dire, il n'y a pas une commune, il n'y a pas un département, il n'y a pas, enfin, je veux dire ça. Pour les plus jeunes d'entre vous. Enfin, Xavier Tibéri, c'était quand même un amateur à côté de ça. Vous voyez, bon, enfin, faut être sérieux. 10 millions d'euros. Pas possible. Donc, si vous voulez, ce qu'il faut instaurer, c'est un meilleur choix et du contrôle. Vous voyez, je pense, vous voyez la situation, monsieur, c'est tellement dégradé. Il y a une dizaine d'années, parce que ça fait quand même longtemps que je travaille sur ces sujets, on avait eu le problème du port du voile pendant les manifestations sportives. Et moi, j'ai pas voté le texte il y a 10 ans, parce que je le trouvais stigmatisant. Et je me suis dit, les gamines, il vaut mieux qu'elles jouent au football, qu'elles sortent de chez elles, même avec un voile, plutôt que de pas jouer au football. Mais cette année, je l'ai voté. Parce qu'en 10 ans, la situation s'est tellement dégradée, qu'on ne peut plus du tout accepter ce genre de choses. Parce que c'est les prières dans les couloirs, c'est les prières dans les universités, c'est un code vestimentaire, c'est tout un tas. Et ça, c'est qu'une minorité qui est en train de polluer complètement
les 7 ou 8 millions de musulmans de France qui vivent tranquillement et qui respectent les lois de la République. Donc il faut quand même sortir d'une certaine naïveté sans plonger dans un excès inverse. Il faut respecter les coutumes, les traditions, etc. On va pas interdire le couscous. La question n'est pas là, d'autant que c'est le plat préféré des Français. Mais le sujet, il est de mettre le curseur du respect de la République. C'est ça qui est au-dessus de tout le reste. C'est ça qui doit être au-dessus. Et donc, tout ce qui crée des brèches, tout ce qui altère le respect de la République, doit être regardé comme étant un ennemi qui grignote la République. Comme cette criminalité gangrène le pays, on a un islam radical, dont l'objectif est de grignoter la République. Vous allez quand même pas me dire que dans la France de 2025-2024, les flambées d'antisémitisme qu'on a vues après le 7 octobre sont quand même pas organisées. Bien sûr que c'est organisé. Bien sûr que c'est organisé. Je veux dire, cette radicalisation à bas bruit, mais qu'on voit les uns ou les autres, comme vous pouvez les voir dans un certain nombre de quartiers ou ailleurs, crée du séparatisme qui est inflammable. Et ça s'enflamme. Et les politiques ont un peu peur de justement cette inflammation. Parce que quand on voit que le policier qui a tiré sur Naël a déclenché les émeutes qu'on a connues, et que maintenant un qui a tué une policière n'est pas du tout comparé librement après avoir été très peu embêté, et n'est même pas accusé de meurtre. Ça ne va pas du tout. Il y a un problème de justice également là-dessus. Écoutez, moi, je crois que notre premier ennemi dans ces affaires-là, c'est déjà les chaînes d'information continue et la justice médiatique. Parce que la façon dont les choses sont expliquées, travesties, augmentées, l'intelligence artificielle, les médias, les réseaux sociaux, etc., font quand même beaucoup de mal sur les décisions de justice. Moi, je ne les commenterai pas. Ces affaires sont anciennes, elles sont dramatiques. Elles sont dramatiques, mais c'est pas le moment où on peut discuter de ça. Mais moi, je crois, si vous voulez, que la solution reste le respect de la République et de l'ordre républicain. Je pense qu'il faut défendre les policiers, les gendarmes, le personnel pénitentiaire, les douaniers avant de défendre les voyous. Voilà. Donc, oui. Oui, mais on a un système qui est assez robuste pour ça. Faut pas, mais on a aussi maintenant des ingénieurs du chaos qui surfent sur ça. Pour rebondir là-dessus, si tu permets les deux observations, une question. Les deux observations, pour revenir sur ça, tu as dit tout à l'heure qu'on a des services qui étaient très bien, la police, et je partage. C'est pas vrai, et je revendique, et y compris sur des films ici ce soir, c'est pas vrai des impôts. Les impôts aujourd'hui, la plupart des gens, s'ils sont fonctionnaires, c'est pas parce qu'ils ont un grand amour de la République, c'est parce que c'est un emploi protégé, etc. et tout. Ils ont la garantie de l'emploi à vie et tout. Ils sont payés quand il y a le Covid, ils partent à la retraite avant tout le monde et tout ça. Et ils préfèrent contrôler le petit garagiste ou le petit plombier de l'ordre ou le petit agriculteur que ces gens-là, parce qu'ils prennent beaucoup moins de risques. Ils parlent à ces gens-là de jurisprudence, de choses comme ça, qui ne savent même pas ce que ça veut dire. Et il y a du véritable, je fais parier, moi, partie du MEDEF, mais c'est pas pour cette raison que je le dis. On le voit, les gens qui n'ont pas le charisme, les moyens juridiques, financiers, tout de se défendre, donc toutes les petites boîtes, ils ont beaucoup de difficultés, et heureusement qu'on est là pour les vendre, et ça rebondit un peu. Et en particulier, il y a une loi, moi je souhaiterais qu'il soit passé, enfin une proposition de loi que je suggère, c'est autant, effectivement, si un inspecteur des impôts fait une erreur, son avocat est payé par le contribuable que nous sommes tous. Tandis que le policier de Naël et tous, l'avocat, il se l'est payé lui-même. Et donc aujourd'hui, il y a une disproportion, il y a un certain nombre de gens à bas bruit qui se cachent, qui se donnent tous les privilèges. Et donc aujourd'hui, si un inspecteur des impôts fait une très grosse erreur, qui amène par exemple le client d'artisan à se suicider, eh ben c'est nous qui allons devant. Tandis que le policier, le douanier, tout ça, qui font des choses beaucoup plus risquées, eux, ont l'obligation de se défendre tout seuls avec eux. Ça, c'est la première chose. La deuxième, et je ne le dis pas par démagogie, je vais dire le fait pour le faire. Il se trouve que moi, j'ai été élu,
bosseuse que vous imaginez même pas. Je l'ai vu se faire élire au tout départ. Tout le monde rigolait. Enfin, ça, je peux te le dire, je l'ai maintenant. On peut se le dire, oui. Et c'est un département dans lequel vous avez des villes urbaines comme Alençon, Argentan, Fleur-de-Lorme, qui sont plutôt urbaines et à gauche, pour tout dire. Et puis tout un tas de petites communes rurales. Eh bien, non seulement elle s'est fait élire, mais la dernière fois, elle s'est fait élire à combien? 70%. Et ça, c'est peut-être une donnée unique, je le dis, où il y a des gens qui ne cherchent pas à faire de la com, pas forcément se faire voir, mais faire le boulot. Et on a ce soir cette conférence et vous voyez le boulot qu'il y a derrière. Hier, pour ceux d'entre vous qui sont venus, il y avait notre ami Jean-Philippe Dubois-Clément qui se faisait remettre la Légion d'honneur à Mency. Enfin, moi, à un moment, j'ai eu les larmes aux yeux tellement on voyait que dans son discours, la sincérité qu'il y avait était défendre son secteur. Donc, je tenais à le dire parce qu'il y en a qui sont dans la com, les trucs, et puis il y en a qui bossent. Et je pense que c'est un peu plus vrai à Libye qu'ailleurs. Et on a dit, je peux en témoigner pour. Des fois, je me rappelle, ça arrivait dans la mairie, elle n'avait pas de quoi, pas le temps de prendre un verre d'eau ou un café ou d'aller aux toilettes. Et bah, c'est pas trouver des mairies amies, ça et sinon, alors, la question que je voulais poser, c'est qu'il y a tout un tas de choses, les différents trafics que vous avez listés, les trafics d'or, d'êtres humains, de passeurs, etc. En fait, c'est parce que les contrôles ne sont pas suffisamment efficaces, efficients et tout. Alors, ça, donc, on constate, donc il faudra évidemment les développer, et y compris avec ce que je viens de dire sur les impôts. Par contre, en ce qui concerne l'Europe, là, c'est pas qu'on retrouve bien, il y a une volonté politique ou administrative, et c'est ça mes questions. Qui décide de donner cette somme d'argent énorme? Est-ce que c'est des technocrates, des eurocrates? Est-ce que c'est des députés européens? Enfin, qui décide de ces sommes? Le reste, encore une fois, c'est des contrôles qu'on n'arrive pas suffisamment à bien faire, où les gens sont plus avec nous. Oui. Là, l'Europe, c'est pas un contrôle qu'on fait, c'est des gens qui décident. Oui, alors, sur les dispositifs européens, l'Europe n'a pas de téléphone, comme chacun le sait. C'est assez compliqué d'identifier. Ça fait un certain temps qu'on essaye. En tous les cas, Darmanin et Retailleau s'y sont mis. Et Buffet, dans une Xème question orale que j'ai posée pas plus tard que la semaine dernière, a affirmé qu'on avait par exemple stoppé les financements à Gaziantep. Donc il faut voir si tout le raffut qu'on fait quand même déjà depuis un certain temps, moi sur ces sujets... Stoppé, qui avait décidé de tout Ah mais c'est la commission, c'est sur le dossier. C'est la commission. Ça vient du conseil... comment est-ce que ça s'appelle c'est le projet... Je vois rien. Dans le cadre d'un programme Horizon 2020, programme européen pour la recherche et l'innovation, accord 80-01-41, en partenariat avec Weltmuseum de Vienne, très bien. C'est le centre de recherche européen. Voilà. Donc il y a eu un projet. Mais encore une fois, le projet académique, il n'est pas idiot. Ça fait très longtemps au Conseil de l'Europe, il y a eu l'apport de l'islam, l'apport de la chrétienté, l'apport du yiddish dans la culture européenne. Enfin, je veux dire, intellectuellement, c'est pas du tout absurde. À qui on le donne et combien on paye? Là, ça devient un autre sujet. Vous voyez, ça devient tout à fait autre sujet. Et Le Monde qui nous a expliqué que les gens qui n'avaient pas compris ça, ils étaient d'extrême droite, moi je veux bien, mais n'empêche que M. Tollard, il a supprimé ses vidéos le jour où on a fermé l'institut où il était, on a saisi l'institut, les biens de l'institut où il enseignait, me dit mon assistant désormais vigilant. Bon, voilà. Donc moi je crois que il y a un sujet sur l'administration plus globalement dont on peut dire un mot, qui est où s'arrête le droit à l'erreur de l'administration par rapport à une certaine complicité. Donc, moi, je vais vous citer juste un cas, qui n'est pas de la criminalité, mais qui me turlupine parce que ça fait longtemps que je travaille. La Caisse nationale d'allocation familiale, cette année, pour la 3e ou la 4e année consécutive, a vu la Cour des comptes refuser de valider ses comptes. Pour 6,4 milliards d'erreurs. Alors, moi, je ne connais pas une entreprise au monde. Je ne connais pas une entreprise privée. Je
je ne connais pas un dirigeant, je ne connais personne qui est tranquille le soir chez lui, en regardant sa télé, en mangeant sa pizza, en retournant au boulot le lendemain matin et en ayant fait 6 milliards 4 d'erreurs. Ça n'existe pas. Enfin, les gens sont toujours en place et ça bouge pas. Et moi, je crois que tant qu'il n'y aura pas un système de responsabilisation d'un certain nombre de gens, on l'a vu avec Charles Pratt à l'époque, avec la fraude sociale, etc., pour lequel on a avancé un peu, mais quand même assez peu par rapport à l'énergie qu'on a développée. Mais quand même, là, c'est ça, il y a 6 milliards d'erreurs et tout le monde dort tranquille. Enfin, Yves, tu avais des entreprises, tu as 6 milliards t'as 6 milliards de trous dans la caisse, tu as un peu de mal à dormir quand même. Ça n'empêche pas les gens des JO de dormir. Non, Pour le moment, non, mais c'est pas leur caisse. D'ailleurs, les gens de la CNAF non plus, c'est la nôtre. Voilà. Donc, moi, je pense que de ce point de vue-là, il y a une responsabilisation de l'administration qui doit être menée en parallèle, si vous voulez, avec l'attractivité des métiers, etc. Et je crois que le système américain, qui est pas le système, c'est-à-dire que les gens changent quand les gouvernements changent, etc. Je suis pas sûre que ce soit un mauvais système. Je crois qu'il faudrait finir par les... Parce qu'on a quand même, je parle du domaine social que je connais bien, etc., mais on a quand même des gens qui sont à peu près toujours les mêmes, qui tournent autour des mêmes postes, dans le même type de responsabilité, avec le même type de réseau, et qui n'assument jamais les conséquences de leurs actes. Jamais. Donc, on n'est pas non plus sur des petites sommes, on est sur 6 milliards d'erreurs, y compris d'ailleurs de non-recours, c'est-à-dire de gens qui vont pas chercher les allocations auxquelles ils ont droit. Du trop ou du moins, enfin, 6 milliards, c'est quand même énormément d'argent. C'est 3/4 d'un corps européen. Ouais. Par rapport moi je travaille justement dans le domaine de la SFFT, donc tout ce qui est blanchiment, fraude. Mais ça, moi c'est plutôt de l'autre côté, parce que justement, aussi je suis à l'école économique et on a eu un enjeu justement sur l'anticorruption. En fait, ça a été notamment utilisé par exemple par les Américains et par les anglo-saxons, par exemple, pour taper sur l'entreprise française. Et justement, il y avait même un enjeu même de comptabilité par notre activité, par exemple à l'international. Là, on est plus sur le national, mais justement par exemple sur par exemple, des contrats à l'étranger, où évidemment les normes ne sont pas exactement les mêmes. Et donc, par exemple, quand les entreprises anglo-saxonnes s'amusaient à rompre le plan par un contrat, et nous, comme nous, on a des restrictions plus strictes, du coup, on n'avait pas les contrats. Alors, débat, parce que moralement, on a besoin de choses, mais est-ce que justement, est-ce que c'est une chose qui est prise en compte, par exemple, et même dans notre réglementation pour le blanchiment, que va être transparent? Parce que je sais que c'est même un problème qu'on a par rapport à l'Union européenne. Il y a déjà des normes européennes qui sont très restrictives, mais comme derrière, on est encore plus zélé, en fait, on se crée des problèmes même en termes d'activité. Donc, est-ce que c'est par exemple un enjeu qui est vu justement au Sénat sur le fait que ce soit pas trop, sur moi, à peu près coordonné, enfin, pas plus ambitieux que ce que font déjà les Américains et les entreprises pour éviter de pénaliser nos entreprises, notamment à l'international. Voilà, c'est plus ça. Alors, d'abord, l'administration Trump vient de mettre à genoux l'administration anticorruption américaine en supprimant les budgets. Donc déjà, la question ne va pas se poser très longtemps. Deuxièmement, je ne suis pas très sûre que c'est en reniant les normes qu'on améliore la compétitivité. Je pense qu'il faut des normes bien paramétrées et bien appliquées. Pour prendre un exemple qui n'est pas un exemple d'entreprise, je suis pas sûre que notre collègue parlementaire européen qui s'est retrouvé avec 1,5 million de cash au Parlement européen pour lequel il n'y a pas de sanctions, etc., ce soit une très bonne idée parce que cet argent-là a été naturellement destiné à autre chose qu'à être trouvé par la police ou une enquête. Sur les normes, autant il y a des normes dont on peut penser qu'elles sont pesantes, etc. Autant, moi, je considère que les normes anticorruption doivent être les plus partagées et sûrement pas reniées. Moi, j'étais dans la commission d'enquête, alors je comprends les qualités, etc. Mais je vous rassure, vous avez beaucoup d'entreprises qui utilisent les paradis fiscaux, les ports francs, etc., notamment dans l'armement, l'aviation, etc., qui continuent à avoir des filiales dans des territoires coopératifs, etc., pour pouvoir être alignés sur les autres et avoir un peu moins de regard. Donc, je ne me fais pas beaucoup de soucis pour ces entreprises-là. Quant aux autres,
si vous voulez respecter un certain nombre de règles, ce qui est de mon point de vue, ce qui doit être fait, je pense que c'est des règles qui doivent être partagées. Il ne faut pas diminuer les normes en ce qui concerne l'anticorruption. Parce que l'anticorruption, c'est absolument... Prenons le bâtiment, qui est un secteur sur lequel il y a beaucoup d'utilisation de cash, parce qu'il y a des gens qui sont payés en tout ou partie au cash, parce qu'il y a des marchés publics, etc. Mais vous comprenez bien qu'en truquant, qu'en payant pas les gens, en diminuant la qualité des biens ou des immeubles, en faisant du dumping social par rapport à ceux qui respectent la loi, vous pourrissez le terrain économique. Donc, quand vous dites il y a beaucoup de normes, on ferait mieux de les diminuer un peu pour pouvoir être à égalité avec les autres, moi, ma position, pardonnez-moi, ce serait plutôt d'élever le degré de lutte anti-corruption des autres pour être au niveau de ce qu'on fait ici. D'ailleurs, dans la commission d'enquête pour laquelle je viens de rendre un rapport, je propose que les normes d'affiliation à l'AFPA soient diminuées. Parce que je ne sais plus, je sais plus, 100 000, 100 000 je ne sais plus quel est le chiffre d'affaires, mais en tous les cas, moi, je demande à ce que les seuils soient diminués pour qu'il y ait plus d'entreprises qui soient tenues par des normes anticorruption, parce que de mon point de vue, ça commence par ça. Si vous voulez, ça, c'est quand même une grande graine. Donc, moi, je crois que les normes doivent être bien paramétrées, c'est-à-dire pas être excessives. Je crois qu'elles doivent être comprises et que quand il y a des problèmes, notamment de compétitivité, je suis pas sûr que les questions de compétitivité se jouent sur des normes anticorruption. Parce que les secteurs qui sont très touchés par cette grosse compétitivité, etc., c'est quoi chez vous? Ça peut être l'armement, c'est l'aviation. Je ne me fais absolument pas de soucis pour ces deux secteurs d'activité qui ont depuis longtemps trouvé absolument tout ce qu'il fallait, y compris des filiales ici ou là. Mais moi, à titre personnel, mais ce n'est que mon avis et vous avez le droit de ne pas le partager, je pense que réduire les normes anticorruption, c'est un contresens par rapport à ce qu'on veut faire. Et c'est d'autant plus un contresens, permettez-moi de vous dire, que quand on voit quand même que on a deux présidents de la République, au moins, ou deux premiers ministres qui sont tombés pour des cas d'atteinte à la probité de façon définitive, etc., qu'on a cette espèce de petite musique, en fait, que bon, finalement, c'est pas grave, etc., qu'on a, par exemple, cette députée européenne avec 1,5 million de cash dans son bureau, c'est quand même beaucoup d'argent, etc., et que vous avez un boulanger, un agriculteur, un retraité qui a toujours traversé dans les clous, à qui on dit ben, on n'a pas d'argent, on va diminuer votre remboursement de lunettes, la taille de votre sparadrap, parce qu'on n'a plus d'argent pour la sécurité sociale, etc. Vous amenez les gens direct chez Marine, direct sans en s'arrêter. Les gens supportent pas ça, supportent plus ça. Donc moi je crois que ces questions de lutte contre la corruption, et on l'a vu dans notre rapport, c'est d'autant plus important que l'acceptabilité de ces questions est devenue épidermique. Donc, je crois que c'est un vrai sujet. Je crois que c'est un sujet dont il faut parler. Je crois qu'il faut en parler au MEDEF. Je crois qu'il faut en parler dans ces cercles-là. Parce que si vous voulez, c'est vrai que c'est difficile pour des entreprises de dire, moi, je respecte les règles, mon voisin les respecte pas, donc il fait du dumping, moi je paye mes salariés, je les déclare, etc. Mais c'est le cas des entreprises éphémères dont on a parlé tout à l'heure et sur lesquelles on va beaucoup lutter. Moi, c'est pas le point où c'est pas là que je diminuerai les normes. Mais encore une fois, c'est une question qui se pose, mais mon point de vue, c'est que c'est précisément là qu'on doit montrer des exigences. On doit les montrer au niveau social, on doit les montrer au niveau politique, on doit les montrer au niveau éthique. Parce que, d'abord, c'est un marqueur. C'est un marqueur. D'autant que vous pouvez avoir plusieurs vies, vous pouvez avoir des vies où vous avez fait des conneries, ça m'est arrivé, c'est comme ça. Et ça rend, si vous voulez, le sens
de la mesure, parce que vous êtes humain, parce que les gens ne sont pas parfaits, parce que, etc. Chacun. Mais moi, je trouve quand même que la corruption, c'est vraiment ce qui vrille, c'est probablement une des atteintes les plus lourdes et qui a le plus de conséquences pour la République. Et l'exemplarité enfin, pour moi, je crois que c'est une question qu'on peut se poser en termes de normes et de compétitivité. Mais moi, je mettrais les normes et les compétitivités ailleurs. Je les mettrais sur les charges sociales, je les mettrais sur la fiscalité, je les mettrais sur beaucoup d'autres points, sur l'administration trop tatillonne, sur ce collègue qui a écrit un bouquin sur 150 000 normes, etc. Oui, sans aucun doute. Probablement pas celle sur la corruption. Même sûr que non. Il y a aussi peut-être un problème de cohérence. Il y a une banalisation, j'ai l'impression, de la délinquance financière. La corruption, c'est la délinquance financière. Regardez Gérald Darmanin comme proposition, dans le cadre de réforme pour permettre de déprofessionner les prisons, c'est de ne plus pénalement punir par des peines de prison la délinquance financière. Ça, c'est quelques semaines. Donc on banalise quelque chose, ça devient et on ne sait pas effectivement ce que vous dites avec raison, que c'est très grave. Ce sont des crimes qui sont derrière. Voilà. Donc il faut essayer d'être cohérent aussi dans tout ça. J'ai une autre question aussi. Qu'est-ce qu'il faut au niveau international? Je me souviens en Turquie l'an dernier, à cause de tout ça d'Achille, c'est un grand marché de la contrefaçon. Ah oui, La contrefaçon, elle est essentiellement française, d'ailleurs de marque française. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe au niveau international pour ne pas, entre parenthèses, la Turquie n'est pas prête de rentrer en Europe parce qu'il y a son conséquent économique qui va s'effondrer totalement si on rentre dans l'Europe. Oui, non, mais on n'en est pas. Et qu'est-ce qui est fait à ce niveau-là? Alors, bon, sur les propositions de Gérald Darmanin, il a le droit de lancer un certain nombre de bouteilles à la mer, c'est son rôle, etc. Bon, je suis pas sûr. Il y a eu les prisons VIP, il y a eu Bernard Tapie, il y a eu tout ça. Enfin bon, il y a tout un tas de. La délinquance financière, c'est une délinquance quand même. C'est une délinquance. Donc, bon, après, vous savez, tout ça, on a quand même besoin de la loi, on a encore besoin de nous. Je pense que ce sera des débats. Sur la coopération internationale, vous avez raison. Vous savez, Europol, Interpol. Alors d'abord, il y a une agence qui s'est créée au niveau européen anti-blanchiment, l'AMLA, qui est encore au stade de mise en place, qui va être opérationnelle bientôt. Il y a Europol, il y a Interpol qui fonctionne très bien. Très bien. Très bien. Ouais. Sur la contrefaçon aussi, malheureusement en Turquie, on ne peut pas les arrêter. Moi, je pense que c'est encore plus grave, par exemple, en Espagne, qui est dans l'Union européenne. La Turquie, c'est très compliqué. C'est une partie de son économie. Mais en même temps, s'il n'y a pas d'acheteur, il n'y a pas de vendeur. Hein. Takes two for tango. Donc c'est à vous de ne pas acheter une fausse ceinture de marque, un faux sac de marque, ou une fausse chemise Lacoste, ou un faux jogging en disant je vais oublier le mien, ça sera peut-être de bonne qualité, ce qui n'est pas du tout vrai d'ailleurs, il ne faut pas forcément. Et ben non, ben bien sûr. Il y a des dégradations de qualité quand vous achetez il y a des montres qui sont proches de la qualité artisanale. Mais il y a aussi des rouleaux de toile Vuitton qui sont volés ici ou là, et on fabrique des trucs. Vraiment, il faut regarder les rivets à la loupe pour voir que c'est un faux. Donc oui, ou alors c'est des modèles qui n'existent pas. Vous voyez bien les sacs Hermès avec 14 sous-là, on dit celui-là il n'existe pas. Oui, on a expliqué. Mais oui, il y a une action européenne, il y a une action internationale obligée. Parce que les réseaux sont internationaux. Moi, je vais justement une autre question, par exemple, parce qu'on vient de voir le GAFI, sur les normes internationales, aussi sur parce qu'on va dans le pays bancaire, par exemple, tout ce qui est lié par rapport aux pays tiers, oui, qui sont supposés être une liste, qui sont pays qui ne respectent pas les normes de blanchiment d'argent, tout ça. Et c'est vrai que parfois, j'ai quand même eu certaines surprises. Par exemple, l'année dernière, ils ont retiré la Russie de la liste. C'est pas forcément justifié pourquoi. Le GAFI a retiré la liste Non, la Russie n'est plus dans la liste de GAFI. Mais la Russie, elle est nulle part, là. Oui, non, même pas dans la liste du GAFI, d'ailleurs, la Russie appartient pas, elle n'est pas membre du GAFI. Oui, par exemple, normalement, dans les pays tiers à haut risque, normalement, c'est supposé. Mais la Russie est nulle part, on a coupé tous les réseaux financiers. C'est pour ça que La Russie, non, ça. Mais on a, par exemple, le GAFI l'année dernière a retiré les Émirats arabes unis, qui avaient pris, je ne sais pas combien de mesures. Et le Maroc aussi. De mesures très, très. Le Maroc aussi, on fait tous les deux énormément d'efforts.
Donc ça coche un certain nombre de cases, le contrôle continue, ils ont ouvert un bureau du GAFI à Abu Dhabi, etc. Ça ne veut pas dire que Dubaï est parfait, ça veut dire qu'ils ont fait beaucoup d'efforts et que donc on les a sortis de cette liste. Voilà. Nous, on ne voulait pas, au Sénat, on avait voté contre la sortie du Panama. Le gouvernement a jugé les choses autrement à l'époque, ils avaient sorti le Panama de la liste. Quand on a eu les Panama Papers 2 ans après, on avait été bien content au Sénat de refuser. Mais comme on n'a pas un droit, parce que c'est réglementaire et pas législatif, on n'a pas de droit sur la liste française. Voilà. Mais si vous voulez, le GAFI, c'est une organisation qui est une organisation qui fonctionne sur la volonté des États qui le composent. C'est comme le FMI. Le GAFI n'a pas une autorité individuelle en tant que telle. Ils n'ont pas un pouvoir de sanction. Ils ont le pouvoir d'enquête, ils ont le pouvoir de donner des préconisations, etc. Mais ils n'ont pas une espèce d'autonomie. Ils fonctionnent en fonction de ce que font les États qui la composent, et comme le FMI et tout ça. Il n'y a pas une très grande autonomie, mais ils remplissent, quand ça remplit des cases, ils sortent les pays, mais après ils les mettent sous contrôle et sous suivi. Ça marche bien, le GAFI. Interpol marche bien, Europol marche bien. On a beaucoup amélioré les choses en matière d'échange de renseignements, etc. Ça fonctionne quand même mieux, beaucoup mieux. Et c'est normal. Donc, encore une fois, le problème qu'on a en France pour l'instant, c'est que la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale n'est pas une priorité. C'est dommage compte tenu de l'état de nos finances publiques. La lutte contre la criminalité organisée n'est pas non plus, mais je ne désespère pas qu'un prochain candidat aux élections présidentielles en fasse une priorité. C'est quand même plus de 50 milliards et en plus ça gangrène la société. La fraude sociale, c'est monstrueux. La fraude fiscale, c'est tout à fait inacceptable. Donc, si vous voulez, on a quand même des ressorts pour apurer un peu et éviter que les gens de désespoir finissent par voter Marine parce que leur voisin va continuer à tricher à leur nez et à leur barbe. C'est très agaçant. Voilà. Donc, on a du travail sur ces sujets-là. Je pense que c'est des beaux sujets républicains. C'est des sujets dont l'UDI s'est emparé depuis longtemps et je crois que c'est une bonne chose. Et c'est des sujets sur lesquels on doit tous être porteurs d'un petit peu quelque chose, parce que c'est des sujets républicains. Il n'y a pas de changement de valeur sur ce que je vous dis ou sur les analyses qui sont faites. C'est simplement les faits. Le bouquin, il est plein il a tous les justificatifs. C'est des données ouvertes. La commission d'enquête, évidemment, c'est un peu différent. C'est pas des données ouvertes, mais maintenant le rapport est complet et il est accessible en ligne. Si vous voulez, je vous en enverrai un exemplaire. Je crois qu'il faut être porteur de ça parce que ce sont des sujets éminemment importants financièrement et j'allais dire éthiquement aussi. C'est des sujets dont un candidat aux élections doit s'emparer absolument. Et s'il y a des débats sur la liberté d'entreprendre, les normes, etc., je pense qu'il y a probablement des dizaines de normes à réduire et à aménager avant de toucher aux normes anticorruption, me semble-t-il. Vous avez d'autres questions? Oui. Excusez, oui, je ne sais pas bien le micro là. Je voulais vous dire que vous avez parlé justement des ingénieurs du chaos. Oui. Et je pense qu'ils ont un certain rôle de facilitation dans tous ces domaines, que ce soit de corruption, de blanchiment d'argent, et aussi dans cette dans le fait que citait Madame tout à l'heure, lorsque le tunnel se fait descendre, etc., ça fait une gigantesque explosion dans tous les quartiers en France. Et si vous êtes d'accord que ça a un rôle aussi, si vous voulez, ces fausses nouvelles sur les réseaux sociaux, cette diffusion, ça a un rôle. Moi, je pense que de toute façon, il y a une chose qui est prouve que tout, c'est la justice médiatique, déjà pour commencer. Et après, évidemment, les réseaux sociaux en rajoutent. Donc, c'est quand même très compliqué à gérer dans une société qui est très fracturée. Et permettez-moi de vous dire, il n'y a pas de patron. Le navire France va quand même vaguement à volo. Il n'y a pas de pilote dans l'avion.
voyez bien ce qui se passe avec la position de la France à l'international, on a complètement disparu de la circulation. Vous voyez qu'à part organiser des conférences et organiser des numéros verts ou procrastiner, le pays n'est pas tenu. Donc, j'espère que les prochaines élections nous donneront l'occasion non seulement d'avoir une vraie campagne sur des vrais sujets, dont celui-là, dont la sécurité qui est évidemment très importante, sans la détourner, et puis remettre la République au cœur des débats, c'est ce qu'on fait ici. Vous voyez, sans passion, sans excès, remettre la République au cœur des préoccupations. On écoute aussi les Français. Voilà, bien sûr. C'est pas vrai, mais ils n'ont pas été écoutés depuis 10 ans. Je sais pas vous faire si j'étais président, mais oui. Et Nathalie. Oui, non, je sais pas comment c'est. On verra. Si vous n'avez plus de questions, peut-être